Au cœur du désert du Sahara, là où le ciel rencontre la terre, le véhicule d'Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, s'est immobilisé. Le GPS était hors service. L'eau se raréfiait, et il n'y avait âme qui vive à l'horizon, jusqu'à ce qu'un vieil homme émerge des profondeurs du désert, tenant un bâton, vêtu d'une robe ancienne. Personne n'aurait pu deviner que cet homme était le père de Traoré, dont il avait autrefois douté de l'existence même. Le soleil frappait sans pitié le jeep militaire, immobile sur l'immense étendue de sable. À l'intérieur, Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, essuyait la sueur de son front tout en examinant le GPS inutilisable. Ce qui avait commencé comme un simple détour lors de son retour d'une réunion régionale sur la sécurité était devenu une situation potentiellement mortelle. Son chauffeur et son unique officier de sécurité étaient partis vérifier la cause de la surchauffe du véhicule, laissant Traoré seul avec ses pensées et la chaleur écrasante du désert. « Il faut économiser l'eau », murmura Traoré pour lui-même, rationnant sa dernière bouteille. Sa formation militaire lui avait appris les bases de la survie, mais même lui savait que leur situation était précaire. Le vol prévu pour Ouagadougou partirait sans lui s'il n'atteignait pas la piste d'atterrissage rapidement, et personne ne savait qu'ils avaient emprunté ce raccourci à travers le désert. Par orgueil, il avait refusé d'emmener toute son équipe de sécurité, une décision qu'il regrettait désormais. À travers les vagues de chaleur miroitantes, il repéra soudain un mouvement à l'horizon. Une silhouette, incroyablement lointaine mais s'approchant régulièrement, apparut comme une ombre sur le paysage désertique éclatant. Les instincts militaires de Traoré s'éveillèrent. Il saisit son arme de poing, scrutant les environs à la recherche de signes d'une embuscade. Cette région était connue pour les bandits et les groupes extrémistes qui se déplaçaient librement à travers les frontières poreuses entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À mesure que la silhouette se rapprochait, des détails émergèrent. Un vieil homme marchant à l'aide d'un bâton en bois, enveloppé dans des robes traditionnelles du désert qui flottaient doucement dans la brise chaude. Comment quelqu'un pouvait naviguer à pied dans ce paysage aride semblait impossible. L'homme avançait avec le rythme tranquille de quelqu'un habitué à la rudesse du désert, quelqu'un qui le respectait plutôt que de le craindre. Le chauffeur et l'officier de sécurité de Traoré revinrent, remarquant également la silhouette approchante. « Monsieur, nous devrions partir immédiatement », conseilla l'officier de sécurité, la tension évidente dans sa voix. « Le radiateur est endommagé, mais il pourrait tenir si nous ne forçons pas le moteur. Cela pourrait être un piège. » Traoré considéra l'avertissement, mais ne pouvait détacher ses yeux du vieil homme. Il y avait quelque chose de troublant dans sa démarche, dans sa posture, quelque chose qui réveillait des souvenirs enfouis depuis longtemps. « Attendez », ordonna Traoré, descendant du véhicule. Malgré les protestations de son officier, la chaleur du désert le frappa comme une force physique, mais il tint bon alors que le vieil homme s'approchait. À seulement 20 mètres d'eux, Traoré pouvait désormais voir son visage, marqué par des années de vie dans le désert, des yeux vifs et perçants sous un front ridé. Le vieil homme s'arrêta, regardant Traoré avec une intensité presque palpable. « Ibrahim », dit-il simplement, sa voix portant facilement à travers la distance qui les séparait. Pas de titre, pas de formalité, juste son prénom, prononcé avec l'autorité de quelqu'un qui avait gagné le droit à une telle familiarité. Traoré sentit le sang se retirer de son visage. Il connaissait cette voix, bien qu'il ne l'ait pas entendue depuis des décennies. C'était impossible. Un mirage né de la chaleur et de l'épuisement. « Qui êtes-vous » demanda Traoré, bien qu'au fond de lui, une réponse se formait déjà, une réponse qu'il n'avait jamais imaginé affronter, surtout pas ici, dans l'immensité du Sahara. Le vieil homme esquissa un léger sourire, l'expression plissant le coin de ses yeux. « Tu sais qui je suis, mon fils. Bien que je comprenne ton incrédulité, les morts devraient rester morts, n'est-ce pas ?» Hamidou Traoré, son père, le révolutionnaire qui avait disparu quand Ibrahim n'avait que 7 ans, soi-disant tué lors d'un coup d'État raté contre la dictature qui dirigeait le Burkina Faso à l'époque. Son corps n'avait jamais été retrouvé, laissant place à des années d'incertitude douloureuse que sa mère avait finalement résolues en organisant des funérailles symboliques. Ibrahim avait grandi avec des souvenirs flous et des récits de seconde main d'un père qui avait tout sacrifié pour ses convictions politiques. « C'est impossible », dit Ibrahim, conscient que son officier de sécurité et son chauffeur observaient l'échange avec une confusion croissante. « Hamidou Traoré est mort il y a 30 ans. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « C'est ce que le monde devait croire. C'est ce que tu devais croire pour ta propre sécurité. » Il désigna le vaste désert autour d'eux. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Une tempête approche. Si tu veux vivre, si tu veux comprendre,
tu dois venir avec moi maintenant. Comme pour souligner son avertissement, une rafale de vent balaya les dunes, envoyant des spirales de sable dans l'air. Au loin, le ciel prenait une teinte jaunâtre menaçante, signe indéniable d'une tempête de sable imminente. L'officier de sécurité de Traoré s'avança. « Monsieur, nous devons trouver un abri immédiatement. Le véhicule ne nous protégera pas si une grosse tempête frappe. » Le vieil homme pointa son bâton vers une crête distante. « Mon campement se trouve à 2 kilomètres dans cette direction. Un abri solide, de l'eau, de la nourriture. Vous n'atteindrez pas la piste d'atterrissage avant que la tempête ne frappe. » Il regarda directement Ibrahim. « Le choix t'appartient, mon fils. Mais il faut le faire vite. » Ibrahim hésita brièvement. La partie rationnelle de son esprit lui criait que c'était de la folie, suivre un inconnu prétendant être son père dans le désert. Pourtant, quelque chose de plus profond, plus instinctif, reconnaissait la vérité dans ses traits marqués. « Nous allons avec lui, décida Ibrahim, ignorant la protestation qui se formait sur les lèvres de son officier de sécurité. « Rassemblez ce que vous pouvez porter comme provision. Nous partons maintenant. » Le vieil homme acquiesça une fois, puis se retourna et commença à marcher vers la crête, son pas étonnamment vif pour son âge apparent. Alors qu'il le suivait, le vent continuait de forcir, et le mur jaune-orange de la tempête de sable approchante dominait l'horizon. Il marchait en silence, l'esprit d'Ibrahim bouillonnant de questions qu'il n'était pas encore prêt à poser. Si cet homme était vraiment ami du Traoré, où était-il depuis 30 ans? Pourquoi se révéler maintenant? Et comment avait-il trouvé Ibrahim dans l'immensité du désert? La coïncidence semblait trop grande, à moins qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence du tout. L'officier de sécurité se rapprocha d'Ibrahim, parlant à voix basse. « Monsieur, cela pourrait encore être un piège. Nous devrions rester sur nos gardes. » Ibrahim hocha presque imperceptiblement la tête. Il n'avait pas survécu à plusieurs tentatives de coup d'État en étant naïf. Pourtant, quelque chose lui disait que le danger qu'ils affrontaient ne venait pas du vieil homme, mais de la tempête qui dominait désormais le ciel derrière eux. Le vent s'était élevé en un hurlement constant, piquant leur peau exposée avec des particules de sable. Juste au moment où Ibrahim commençait à douter de leur chance d'atteindre un abri à temps, ils atteignirent une petite crête et le campement du vieil homme apparut. Campement était peut-être un terme trop modeste. Niché au pied d'affleurements rocheux, un petit complexe composé de plusieurs structures solides construites en pierre locale, presque invisibles dans le paysage environnant sauf si l'on savait exactement où regarder-les. Un coupe-vent naturel fourni par les rochers créait une petite oasis de calme au milieu de la tempête naissante. Le vieil homme les conduisit directement vers la plus grande construction, écartant une lourde couverture tissée servant de porte. À l'intérieur, il faisait frais et étonnamment confortable. Des tapis couvraient le sol de pierre, des meubles simples mais fonctionnels, des étagères garnies de livres et d'objets artisanaux, un petit feu brûlait dans un foyer central, sa fumée aspirée par une cheminée ingénieusement conçue. Cet espace témoignait d'une permanence, de décennies passées à perfectionner une habitation dans le désert. « Asseyez-vous, je vous prie », offrit le vieil homme, désignant des coussins disposés autour du feu. « La tempête passera d'ici demain matin. Nous sommes en sécurité ici. » Le chauffeur et l'officier de sécurité d'Ibrahim échangèrent un regard, leur inconfort évident. « Fouillez le campement », ordonna Ibrahim à voix basse. « Assurez-vous que nous sommes vraiment seuls. » Ils acquiescèrent, soulagés d'avoir une tâche leur permettant d'évaluer la situation. Alors qu'ils partaient, le vieil homme sourit légèrement. « Prudent. C'est bien. C'est ainsi que tu as survécu aussi longtemps. » Il se dirigea vers un coin de la pièce, revenant avec une cruche en argile et des coupes. De l'eau, propre et fraîche. Ibrahim accepta la coupe, mais ne but pas immédiatement. « Vous comprenez mon scepticisme, dit-il, étudiant l'homme qui prétendait être son père. De près, la ressemblance était indéniable. Le même front haut, le même motif distinctif de rides autour des yeux qu'Ibrahim voyait dans le miroir chaque matin. Des traits qui commençaient à apparaître sur son propre visage avec l'âge. Hamidou Traoré a disparu lors du coup d'État de 1989. Ses compagnons ont confirmé sa mort. Le vieil homme s'installa face à Ibrahim, ses mouvements délibérés et sans hâte. Ses compagnons ont vu ce qu'on leur a fait voir, un homme tombant, du sang, la confusion. C'était le chaos, comme le sont toujours ces moments. Il but une gorgée de sa coupe. Le gouvernement militaire voulait ma mort, mais certains dans leur rang craignaient de faire de moi un martyr. Alors, une autre solution fut arrangée.
Exilé au cœur du désert, là où je ne pouvais nuire à personne, inspirer personne. Ibrahim se pencha en avant, la colère montant soudainement. Et votre famille? Votre femme, votre fils? Ne méritions-nous pas de connaître la vérité? L'expression du vieil homme révéla une profonde douleur, la première fissure dans son calme apparent. Vous méritiez un père. Ta mère méritait son mari. Mais ma présence dans vos vies vous aurait condamné à mort. Le régime vous a surveillé pendant des années, attendant que je me manifeste. Votre sécurité dépendait du fait que ma mort soit réelle, surtout pour vous. Dehors, la tempête était pleinement arrivée, le vent hurlant alors qu'il frappait les murs de pierre de l'abri. Le son offrait une toile de fond dramatique à la tempête émotionnelle qui couvait à l'intérieur. Ma mère vous a pleuré jusqu'à sa mort, dit Ibrahim, sa voix basse et contrôlée malgré la rage et la confusion qui bouillonnaient en lui. Elle m'a élevé seule, luttant contre un système qui la voyait comme la veuve d'un traître. Si vous vous souciez vraiment de notre sécurité, où étiez-vous quand elle est tombée malade? Quand elle avait le plus besoin de vous? Les yeux d'Hamidou brillèrent d'émotion. J'ai failli, envers vous deux. Il n'y a aucune justification qui puisse effacer cette vérité. Il plongea lentement la main dans sa robe, en sortit un petit sac en cuir usé. Mais sache qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à vous deux. Il ouvrit le sac, en retira délicatement le contenu, une simple bague en argent et une photographie fanée d'une jeune femme tenant un petit garçon. Ibrahim la reconnut immédiatement. Sa mère, lui-même enfant, un portrait de famille pris quelques semaines avant la disparition de son père. L'officier de sécurité revint, interrompant l'instant. Le campement est sécurisé, monsieur. 3 structures, toutes vides sauf pour des provisions. Aucun autre individu, aucun équipement de communication, aucune arme hormis des outils de base. Il jeta un regard inquiet entre les deux hommes. La tempête est pleinement arrivée. Nous ne partirons pas avant qu'elle ne passe. Ibrahim acquiesça, le congédiant d'un geste. Alors que l'officier se retirait, il se tourna vers son père. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années? Pourquoi vous révéler de cette manière? Hamidou posa sa coupe, croisant ses mains sur ses genoux. Parce que le temps m'est compté, pour moi, pour le Burkina Faso, peut-être pour toute la région. J'ai observé de loin ta montée au pouvoir, tes combats pour mettre en œuvre les idéaux que je défendais autrefois. Mais il y a des forces à l'œuvre qui menacent tout ce que tu as construit. Quelle force? Demanda Ibrahim, son intérêt professionnel l'emportant momentanément sur ses sentiments personnels. Sa position de leader avait été précaire dès le départ, jonglant entre des intérêts internationaux concurrents tout en essayant de tracer une voie indépendante pour son pays. Hamidou se leva et se dirigea vers un petit coffre contre le mur. Il en sortit un journal relié de cuir. Pendant 30 ans, j'ai vécu parmi les peuples du désert, voyageant entre le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. J'ai observé, écouté, noté. Il tendit le journal à Ibrahim. Ceci contient des informations sur un réseau opérant à travers le Sahel. Des responsables, des intérêts commerciaux, des figures militaires de plusieurs pays, coordonnés avec des puissances externes. Ils déstabilisent systématiquement les gouvernements qui résistent au contrôle externe des ressources de la région. Ibrahim ouvrit le journal, feuilletant des pages de notes méticuleuses, des cartes, des noms, certains qu'il reconnut avec choc comme étant des membres de son propre gouvernement. Comment avez-vous recueilli ces informations? Demanda-t-il, le stratège militaire en lui évaluant automatiquement la valeur de ce qu'il voyait. Hamidou sourit légèrement. Je suis un fantôme, un vieux vagabond du désert que personne ne remarque. Je voyage entre villages, campements, avant-postes. Les gens parlent librement autour de quelqu'un qu'ils perçoivent comme inoffensif, déconnecté du monde moderne. Il tapota le journal. Tout ce qui est là-dedans a été vérifié par plusieurs sources. Ibrahim continua de parcourir le journal, sa formation lui permettant d'évaluer rapidement son contenu. Ce qu'il y trouva était inquiétant. Des preuves d'efforts coordonnés pour saper son gouvernement, pour créer les conditions de son éviction. Plus troublant encore, des détails précis, des dates, des lieux, des participants à des réunions qui n'étaient pas de notoriété publique. Certains de ces informations, commença-t-il, levant les yeux brusquement. Comment pourriez-vous connaître ces détails? Je ne suis pas seul dans mon travail, répondit simplement une Hamidou. Il y a d'autres qui partagent mes préoccupations, qui fournissent des informations, un réseau à nous, pourrait-on dire. Les implications étaient stupéfiantes. Pendant des années,
Ibrahim avait navigué dans les eaux troubles de la politique régionale, sans jamais savoir pleinement à qui il pouvait faire confiance. Ce journal identifiait potentiellement ennemis et alliés, si les informations étaient exactes. Pourquoi ne pas avoir partagé cela avant? Pourquoi attendre une rencontre fortuite dans le désert? L'expression d'Hamidou se durcit. Ce n'était pas une rencontre fortuite, Ibrahim. Ta décision soudaine d'emprunter la route du désert plutôt que la voie principale. La panne mécanique de ton véhicule. Tout cela a été orchestré, non pas par moi, mais par ceux qui te veulent du mal. Tes protocoles de sécurité habituels étaient connus. Tes mouvements suivis. Tu étais censé mourir dans ce désert. Un autre accident tragique à déplorer avant que ton remplaçant ne prenne le pouvoir. L'esprit d'Ibrahim s'emballa, recalculant les événements des dernières 24 heures. La suggestion de prendre la route du désert était venue de son coordinateur des transports. Le chauffeur avait été assigné à la dernière minute, un remplaçant pour son personnel habituel. De petites déviations des procédures standards qui, isolément, n'éveillaient aucun soupçon. « Et vous » demanda-t-il à son père. « Comment saviez-vous que je serais ici ?»« J'ai des amis en de nombreux endroits » répondit Hamidou. « Quand j'ai appris le plan, je me suis positionné pour t'intercepter. J'avais espéré te prévenir avant que tu ne quittes la route principale, mais les événements se sont précipités. » Il se pencha en avant, l'expression grave. « Ibrahim, ce n'était que la première tentative, pas la dernière. Les noms dans ce journal, ce sont des personnes puissantes avec des ressources considérables. Ils essaieront encore. » Ibrahim ferma le journal, sa décision prise. « Je dois vérifier ces informations indépendamment. » Jusque-là. Hamidou acquiesça, compréhensif. « Fais confiance, mais vérifie. Je te l'ai appris enfant, même si tu ne t'en souviens peut-être pas, » il sourit faiblement. « Je ne te demande pas ton pardon, Ibrahim. Je ne te demande pas une place dans ta vie. Je te demande seulement d'examiner ce que je t'ai donné avec un esprit ouvert. L'avenir de notre patrie en dépend peut-être. » La tempête continua toute la nuit, forçant le petit groupe à rester dans l'abri. Ibrahim passa des heures à examiner le journal en détail, consultant occasionnellement son officier de sécurité sur des noms ou des incidents mentionnés. Quand il dormait, c'était brièvement et légèrement, toujours conscient de l'homme qui prétendait être son père, assis silencieusement de l'autre côté du feu, veillant sur lui comme pour rattraper des décennies d'absence. Au matin, la tempête était passée, laissant un paysage transformé de dunes fraîches et de cieux dégagés. Ibrahim se tenait dehors, observant le lever du soleil peindre le désert d'or. Hamidou le rejoignit, gardant une distance respectueuse. « Votre véhicule peut être réparé avec les matériaux que j'ai ici, dit-il. Vous pouvez atteindre la piste d'atterrissage à midi si vous partez bientôt. » Ibrahim acquiesça, regardant toujours l'horizon. « Et vous? Où irez-vous » Hamidou désigna vaguement l'immense désert. « Retour à mon travail. Il y a encore beaucoup à faire. » Il hésita, puis ajouta, « Ibrahim, il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose de personnel. » Ibrahim se tourna pour lui faire face, se préparant à d'autres révélations. « Vous avez une sœur » dit Hamidou doucement. « Ta mère était enceinte quand je suis parti. Elle est née 6 mois après ma disparition. » Ibrahim fixa son père, réduit au silence par le choc. Sa mère n'avait jamais mentionné de grossesse. Une sœur, un autre secret enfoui sous le poids de la politique nationale et de la tragédie personnelle. Elle s'appelle Aminata, continua Hamidou. Elle a été élevée dans un village près de la frontière avec le Mali, par une famille en qui ta mère avait confiance. Elle ne sait pas qui est son père, ni que son frère dirige la nation. Je l'ai surveillée de loin, comme je t'ai surveillé toi. Pourquoi me le dire maintenant ? Demanda Ibrahim lorsqu'il retrouva enfin sa voix. L'expression d'Hamidou était solennelle. Parce qu'elle est en danger, elle aussi. Ceux qui cherchent à contrôler le Burkina Faso savent qu'elle existe, bien qu'ils ne réalisent pas encore son importance. Ils la voient seulement comme une jeune femme instruite travaillant sur des projets d'accès à l'eau dans des communautés rurales. Mais s'ils découvrent son lien avec toi, ils l'utiliseront. Où est-elle maintenant ? Demanda Ibrahim, un instinct protecteur pour une sœur qu'il n'avait jamais connue surgissant de manière inattendue. Elle travaille dans un village appelé Birou, près de la frontière nord, répondit Hamidou. J'étais en route pour la rejoindre quand j'ai appris la menace contre toi. Il plongea la main dans sa robe, sortant une petite boîte en bois sculpté.
Ceci contient la preuve de son identité, des documents de naissance, une lettre de ta mère, des photographies, assez pour vous convaincre, elle et toi, de la vérité. Ibrahim accepta la boîte, ressentant son poids. Pas seulement son poids physique, mais le poids de l'histoire, des secrets enfin révélés. Son monde avait été bouleversé en une seule nuit. Un père revenu d'entre les morts. Une sœur dont il ignorait l'existence. Des ennemis avec des visages et des noms, certains terrifiants de familiarité. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais rien dit, demanda-t-il, la question s'adressant plus à lui-même qu'à Amidou. Pour vous protéger tous les deux, répondit Amidou. Séparés, vous étiez plus en sécurité. Ensemble, vous auriez été une cible irrésistible, les enfants d'un révolutionnaire, des symboles autour desquels l'opposition aurait pu se rallier. Il détourna le regard vers l'horizon lointain. Ta mère a fait des choix difficiles, tout comme moi. Si ces choix étaient les bons, c'est à l'histoire de juger. Le chauffeur d'Ibrahim s'approcha respectueusement, annonçant que le véhicule était réparé et prêt. Le temps pressait. Ibrahim se tourna vers son père, étudiant le visage qui avait hanté ses rêves d'enfant. Vous pourriez venir avec nous, proposa-t-il, se surprenant lui-même par cette invitation. Retournez à Ouagadougou avec une sécurité appropriée, des précautions nécessaires. Amidou sourit mais secoua la tête. Mon retour ne ferait que compliquer ta position. Tu fais face à assez de défis sans avoir à expliquer un père révolutionnaire ressuscité. Alors, comment vous contacterez-je, demanda Ibrahim. Si je vérifie ces informations, si j'ai besoin d'en savoir plus. Amidou tendit lentement la main, hésitant, posant une main usée par le temps sur l'épaule de son fils. Le premier contact physique entre eux en 3 décennies. Laisse une pierre blanche sur la tombe de ta mère le premier jour de chaque mois. Si elle a disparu le lendemain, viens à cet endroit à la pleine lune suivante. Je te trouverai. Le moment du départ arriva trop vite. Alors qu'Ibrahim se préparait à partir, Amidou se tenait à l'entrée de son complexe, appuyé sur son bâton, paraissant soudain plus vieux et plus vulnérable que la veille. Ibrahim, appela-t-il alors que son fils était sur le point de monter dans le véhicule. J'ai une requête. Ibrahim se retourna. Je n'avais pas le droit d'être fier du garçon que tu étais, mais sache que je suis immensément fier de l'homme que tu es devenu. Le voyage de retour vers la piste d'atterrissage se déroula dans un silence contemplatif. Ibrahim, absorbé par des pensées oscillant entre le personnel et le politique. Le journal et la boîte en bois posés à côté de lui, preuve tangible d'une réalité qu'il peinait encore à accepter. Son officier de sécurité, loyal mais inquiet, finit par parler. Monsieur, concernant ce qui s'est passé, comment dois-je le rapporter? Ibrahim réfléchit soigneusement à la question avant de répondre. Pour l'instant, vous rapporterez que nous avons eu une panne de véhicule pendant une tempête de sable et que nous avons trouvé refuge auprès d'un guide local qui nous a aidés à effectuer des réparations, décida-t-il. Rien sur l'identité de cet homme, rien sur les informations qu'il a fournies, jusqu'à ce que j'ai pu les vérifier indépendamment. L'officier acquiesça, comprenant le besoin de discrétion. Et si l'on me pose des questions directement, monsieur, sur les 3 jours où nous avons été portés disparus? 3 jours. Cela avait semblé des heures, et pourtant, aussi une éternité. 3 jours, c'est le temps qu'il faut pour vraiment voir quelqu'un, lui avait dit Amidou avant qu'ils ne se séparent. Un jour pour voir son visage, un autre pour voir son esprit, un troisième pour entrevoir son âme. Ibrahim regarda le désert s'étendant à l'infini autour d'eux. Si l'on vous pose la question directement, répondit-il, dites simplement que j'ai rencontré quelque chose d'inattendu dans le désert, quelque chose qui a changé ma perspective. Alors que leur véhicule approchait de la piste d'atterrissage, l'avion gouvernemental attendant visible au loin, Ibrahim prit une décision. Au lieu de rentrer directement à Ouagadougou, il ferait un détour imprévu vers un petit village appelé Birou, près de la frontière nord, pour rencontrer une sœur qu'il n'avait jamais connue, pour commencer à démêler la vérité sur sa famille, son pays, et les forces qui menaçaient les deux. Le voyage, commencé au milieu d'une tempête de sable, était loin d'être terminé. En bien des façons, il ne faisait que commencer.